Commencer cette nouvelle conférence en compagnie de Brice-Olivier Demory, qui est professeur à l'Université de Berne au Center for Space and Habitability. Vous connaissez peut-être Brice-Olivier Demory si vous avez lu Ciel et Espace récemment. Nous avons consacré un article à ses travaux sur la recherche de signatures de vie. Brice-Olivier Demory est un expert de l'étude des exoplanètes. Il a notamment été l'un des co-découvreurs du système TRAPPIST-1. Et là aussi, peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est ce système exoplanétaire extrêmement intéressant qui est d'ailleurs observé en ce moment même par le JWST dont on parlait dans la conférence juste avant et qui possède donc un système de 7 planètes, je crois, 7 planètes de la taille de la Terre, dont certaines dans la fameuse zone habitable autour d'une petite étoile naine rouge, donc une grande découverte. Mais vous avez fait d'autres travaux et actuellement, et ce qui vous intéresse beaucoup et ce qui va nous intéresser, c'est vos travaux sur les recherches de biosignatures. Donc je ne dévoilerai pas ce que cache ce terme, vous le êtes peut-être déjà un petit peu au courant. C'est Brice-Olivier Demory qui va nous en parler pendant 1 heure. Il n'y a pas de questions, comme d'habitude, dans cette salle à la fin de la présentation, mais peut-être que vous pourrez poser vos questions juste à l'extérieur de la salle. Voilà, merci et bonne conférence. Merci David, merci pour... Merci pour votre invitation. Alors, je suis très ému d'être là aujourd'hui parce que lors des premières RCE, ce que j'expliquais à David juste avant, je crois que c'était en 1998, eh bien, j'étais dans la salle. Et j'écoutais tous ces chercheurs et chercheuses qui parlaient de leur fabuleuse recherche en exoplanètes, en astrophysique. Et puis je me suis dit, plus tard, j'aimerais faire ça. Et maintenant, j'ai la chance que cette vocation en fait un petit peu transpire en moi. Et puis maintenant, je suis en mesure de passer le flambeau. Et puis parmi toutes les jeunes et jeunes astronomes qui sont parmi vous, j'espère pouvoir vous transmettre aussi cette flamme, cette passion pour la recherche et cette passion pour l'astrophysique et la recherche de la vie dans l'univers. Alors, vous allez voir que je vais commencer avec une diapositive qui est un peu spéciale. Voilà, vous avez un extraterrestre charmant, très sympathique. À gauche, vous le connaissez tous, c'est E.T. qui a été, je ne vous dirai pas s'il existe ou si on l'a trouvé, mais en tout cas, vous l'avez vu en film. Voilà. Et puis à droite, on a quelque chose de moins drôle. C'est une tumeur, c'est un cancer qui est en rouge, qui est attaqué par des lymphocytes qui ont été modifiés. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il parle de ces deux choses? On n'est pas venu ici pour avoir une conférence médicale. On vient apprendre des choses sur les biosignatures. Et en fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que en termes de méthodologie, en termes d'instrumentation scientifique telle qu'on a, nous, l'approche qu'on a en tant que scientifique est très similaire dans les deux cas. Donc j'essaie de vous convaincre de ça, et puis à la fin, je reviendrai un petit peu sur cette diapositive pour vous montrer comment on peut faire le pont de manière plus facile et pourquoi, en fait, notre système actuel nous empêche un petit peu de parler facilement aux gens qui s'occupent de ce qu'on a à droite ici. Alors, la motivation principale qu'on a, effectivement, c'est de savoir si on peut avoir de la vie sur d'autres mondes. Le gros problème, c'est qu'on connaît de la vie que sur une seule planète, c'est la Terre. Je ne rentrerai pas dans le cas de savoir si c'est une vie intelligente ou pas. L'actualité montre que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais nous, on s'intéresse à une vie, quelle qu'elle soit, sur d'autres mondes. Alors, effectivement, on vit une époque formidable parce qu'on a des images de lune dans le système solaire. Alors, vous voyez Titan à gauche. On sait qu'il y a des lacs de méthane. On a Encelade, que vous voyez à droite, qui est une lune de Saturne, où on sait que sous cette surface apparemment glacée inhospitalière, on aurait un océan dans lequel la vie pourrait ou aurait pu émerger en tout cas. Et puis on a Europe à gauche, alors malheureusement on ne peut pas voir, il y a une belle plume en fait, un geyser là, du matériel qui est envoyé dans l'atmosphère qui est à gauche avec des traits de craquelure à la surface. Et là on pense aussi en fait que sous la surface d'Europe, on aurait effectivement un océan où là aussi toutes les hypothèses sont permises. Et d'un autre côté, bien sûr, on va plus loin que notre système solaire. David a parlé du système TRAPPIST-1 qu'on voit en bas, là, avec les 7 planètes qui sont situées à 40 années-lumière, donc c'est pas si loin en termes d'échelle astronomique. Et puis on a Proxima b, donc ça, ce sont des planètes de taille de la Terre, à peu près, qui ont été détectées dans les 10 dernières années. Donc on vit une époque vraiment où non seulement on sait que les planètes sont partout, dès que vous voyez une étoile, vous avez quasiment 100% de chance qu'il y ait une planète qui tourne autour, petite, grosse, proche, loin, etc. Et aussi, on est capable vraiment maintenant de mesurer la taille, de mesurer la masse de ces planètes. Et très bientôt, vous venez d'avoir une conférence sur JWST, très bientôt, on va être en mesure également de chercher des biosignatures, c'est-à-dire des traces de vie dans l'atmosphère de ces planètes. Et là, il y a des raisons, effectivement, d'être enthousiaste.
Alors, de quoi s'agit-il, les biosignatures? Alors, là, vous avez à gauche, en fait, il y a différents types de biosignatures. Je vais vous parler des biosignatures gazeuses. Et là, le simple exemple, c'est la photosynthèse. Donc, vous savez que les arbres, prenez soin des arbres, prenez soin des plantes, parce qu'elles absorbent le dioxyde de carbone. Avec un petit peu de lumière, elles le transforment en oxygène dont on a besoin pour vivre. L'oxygène réagit très vite, normalement. Donc, le fait que vous observiez une planète avec de l'oxygène tente à nous montrer qu'effectivement, il pourrait y avoir un processus biotique, donc un processus lié à la vie, qui soit derrière. Ce n'est pas toujours le cas, je vais vous montrer pourquoi après. Ensuite, on a d'autres types de biosignatures, d'autres types de gaz, en fait, qui sont liés à des processus, à la vie, tout simplement. Je ne peux pas faire une liste entière, il y a des études qui ont été écrites, en particulier les 10 dernières années, pour voir quel type de biosignatures différentes de ce qu'on a sur Terre, on pourrait voir dans d'autres planètes. Et tout ça, donc, est en pleine expansion. Je vous ai mentionné ici l'ozone, qu'on voit bien ici. Alors, deux types de biosignatures aussi, c'est ce qu'on appelle le red edge. Alors, je ne crois pas qu'on a une version française, cette espèce de pic que vous voyez dans le spectre ici. Donc, vous avez avec la longueur d'onde ici en axe des X, en axe horizontal, et puis en Y, vous avez simplement la lumière que vous mesurez. Et vous voyez qu'en fait, autour de 750 nanomètres, vous avez en fait le processus de photosynthèse qui est à gauche. Vous avez un phénomène de refroidissement, si vous voulez, des cellules, des chloroplastes, en fait, qui font ce travail de photosynthèse et qui nous permettent de faire le lien avec la présence de plantes. Voilà. Donc, si vous faites une observation, une carte d'identité d'une planète et que vous voyez cette montée-là, ce red edge, à cette longueur d'onde, vous pouvez vous dire, tiens, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur Terre. Mais malheureusement, cette signature seule, encore une fois, n'est pas capable de vous dire si vraiment vous avez affaire à de la végétation ou pas. Le gros problème, lorsqu'on observe les exoplanètes, c'est qu'on ne les voit pas directement. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de voir s'il y a des continents, de voir s'il y a de la mer, etc., des forêts. Généralement, elles sont ce qu'on appelle non résolues, c'est-à-dire qu'on les voit de manière indirecte. Alors, vitesse radiale, vous savez, on voit par l'effet sur l'étoile. Lorsqu'il y a un transit, on voit simplement l'ombre ou la silhouette en ombre chinoise sur l'étoile. Donc, ça rend les choses un peu plus difficiles. Et ensuite, un autre type de biosignature qui est aussi intéressant, c'est de voir une variation, par exemple, d'un composé atmosphérique qui peut être lié à un processus lié à la vie. Je vous ai parlé du dioxyde de carbone juste avant. Vous voyez, le dioxyde de carbone, en fait, dans l'hémisphère nord, par exemple, oscille en fonction de la saison. Puisqu'en hiver, effectivement, la végétation est un petit peu au repos, il y a moins de feuilles. Les feuilles qui restent, elles ne sont pas vertes, donc du coup, le processus de photosynthèse est arrêté. Par contre, durant l'été, là, les végétations explosent, et donc du coup, on a la photosynthèse qui fonctionne, on a du CO2 qui est produit, et donc on a une signature, comme ça, sinusoïde, une oscillation, si vous voulez, de cette molécule qui n'est pas forcément directement liée à la vie, mais le fait qu'elle oscille, qu'elle soit produite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit produite, eh bien, nous indique effectivement que ça pourrait être lié à un processus du vivant. Donc voilà un petit peu les trois, je dirais, catégories de biosignatures qu'on peut trouver, qu'on cherche en tout cas. Mais la grosse difficulté, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on ne connaît qu'un seul objet sur lequel il y a de la vie, c'est la Terre, et c'est très difficile de chercher quelque chose sans savoir ce qu'on cherche. Alors c'est assez drôle, puisqu'il y avait l'Académie américaine des sciences qui disait le pire échec qu'il pourrait y avoir dans l'exploration spatiale américaine, c'est qu'on ait détecté de la vie, mais qu'on ne s'en soit pas aperçu. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme approche, et donc tout le travail qu'on fait maintenant, c'est de s'assurer qu'on peut trouver tous les différents chemins qui peuvent mener à la vie sur d'autres planètes qui n'ont rien à voir à la nôtre finalement. Alors je vous montre cette image, je l'aime beaucoup, ça a été pris par une image qui a été prise par un équipage de l'ISS qui montre notre atmosphère. Finalement, c'est grâce à elle qu'on est là. Elle sert de protection. Sans elle, on aurait des températures glaciales à la surface de la Terre. Elle nous permet d'avoir une biosphère et on peut vivre à la surface, etc. Elle nous protège du rayonnement ultraviolet agressif du Soleil. Mais aussi, c'est aussi une messagère, parce que comme je vous ai montré, lorsqu'on a des gaz qui sont produits à la surface ou par du vivant à la surface de la planète, eh bien ces gaz vont monter dans l'atmosphère. Et donc finalement, lorsqu'on regarde une planète de cette façon-là, on a la lumière qui est réfractée dans l'atmosphère ici, eh bien, en observant la lumière qui passe dans l'atmosphère, eh bien, on est capable de savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, quels sont les processus qui sont à la surface de la Terre qui ont donné, en fait, ces signatures dans l'atmosphère. Alors, revenons un petit peu à la Terre. Là, vous avez une image connue qui a été prise par Voyager 2 au moment où elle était en plein voyage, à pleine vitesse dans le système solaire. Elle s'est tournée, grâce notamment à Carl Sagan, qui avait pas mal poussé pour faire cette observation. On voit notre planète sur quelques pixels. Et en fait, la question qu'on peut se poser, si une fois on est capable de faire une image d'une petite planète, d'une planète de type terrestre comme ça, autour d'une autre étoile, qu'est-ce qu'on verrait ? Alors pour répondre à cette question, on a fait des observations beaucoup plus simples. On a observé la Lune, la lumière cendrée de la Lune. Vous savez, vous êtes tous, pour la plupart, amoureux du ciel. Et lorsqu'on observe le ciel le soir, on voit la Lune, lorsqu'on a un petit croissant, on voit la partie qui est un peu moins éclairée, là qu'on voit à gauche, qui est la lumière cendrée, qui est simplement la lumière réfléchie de la Terre, qui est éclairée donc par le Soleil. Et donc lorsqu'on observe cette lumière réfléchie sur la Lune, eh bien, on accède en fait à toute l'information qui est là, les différentes signatures spectrales. Vous voyez de l'oxygène, vous voyez de l'ozone,
l'ozone, vous voyez du méthane aussi à droite, vous voyez de l'eau. Et donc, ça nous permet d'avoir une empreinte digitale de la planète qu'on regarde, vous voyez, simplement, là, en ayant un effet combiné à la fois de l'atmosphère et puis de la surface. Donc ça, je ne vous cache pas que c'est le goal, c'est vraiment ce qu'on aimerait, un peu le Saint Graal, qu'on aimerait atteindre en exploration exoplanétaire, c'est d'être capable de pouvoir caractériser une atmosphère d'une planète sur laquelle la vie aurait pu émerger, et puis d'être capable de regarder quels sont les types de biosignatures auxquels on peut accéder. Alors évidemment, c'est difficile. Là, je vous montre une image qui est assez iconique, où on a caché l'étoile qui est au centre. Je crois que c'est Fomalhaut, et vous avez trois planètes, qui tournent autour. Ce sont des planètes qui sont très chaudes, qui brillent beaucoup. Donc ça, on arrive à le faire maintenant. On est capable de détecter des planètes géantes, gazeuses, chaudes. On n'est pas capable d'arriver aux planètes terrestres. Et là, si je vous montre un diagramme, alors c'est dommage, on voit pas l'échelle en dessous, mais grosso modo, vous imaginez que sur la gauche, vous avez le contraste entre la planète et l'étoile. Donc vous voyez que la Terre, on la voit ici, à peu près, voilà, juste là. Donc elle est 10 milliards de fois plus faible que le Soleil, en termes de lumière. Donc l'équivalent, pour les amoureux des phares, je ne sais pas s'il y en a, si vous allez à Ouessant, vous connaissez le phare du Créache, je suppose. Vous imaginez un verre luisant. Un verre luisant, vous le mettez à côté du phare du Créache, à quelques dizaines de centimètres, et ben c'est ce qu'on essaye de faire. Vous imaginez le verre luisant à 10, 20, 30 centimètres du phare du Créache, et vous imaginez essayer de trouver ça. On ne peut pas le faire depuis le sol, pour le moment. On espère pouvoir le faire avec des gros yeux qu'on mettra dans l'espace, des gros télescopes qui succéderont à JWST. Vous voyez, on vient de mettre JWST dans le ciel avec 10-15 ans de retard, avec un budget de 10 milliards de dollars. Donc vous imaginez que la classe suivante mettra un certain temps pour pouvoir voir le jour et pour accéder justement à ce domaine-là. Donc on attaque les choses de manière un petit peu différente. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image qui vient exactement de JWST. Donc on voit aussi une belle signature spectrale, une belle carte d'identité aussi obtenue sur Mars, où on voit du dioxyde de carbone, on voit un petit peu d'eau, on voit du monoxyde de carbone, et surtout une couverture spectrale qui va de 1 à 5 microns. Et ça, c'est du jamais vu encore depuis l'espace. On est vraiment capable d'avoir plusieurs signatures spectrales à la fois. Avec Hubble, on pouvait déjà faire beaucoup, dans une fenêtre plus restreinte, et là, avec JWST, vraiment, on ouvre vraiment ces fenêtres-là pour la caractérisation d'exoplanètes. Donc maintenant, si on part un petit peu du système solaire, je vous montre là une géante gazeuse chaude, WASP-39b, qui est ce qu'on appelle un Jupiter chaud, en orbite autour de son étoile en 4 jours à peu près. À 30% la densité de l'eau, donc c'est une planète qui est assez on appelle puffy, assez légère, très peu dense. Mais ce que vous voyez ici, ce qui est fantastique, c'est que pour la première fois, on a détecté une signature de dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'une exoplanète. Et vous voyez à quel point on la voit bien sur cette image, en tout cas de manière aussi claire. On avait déjà des indications précédemment avec Hubble en particulier, mais là, on a vraiment une signature claire qui nous montre vraiment le progrès qu'on va pouvoir faire avec ce nouveau télescope, on peut peut-être dire même nouveau jouet, parce qu'il a été lancé le 25 décembre passé. Et maintenant, nous, tous astronomes, on est là en train comme un enfant qui retrouve un jouet, il ouvre sa boîte, il touche sur tous les boutons, il cherche les choses, etc. C'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Et là, vous allez avoir des résultats dans les prochains mois qui vont arriver, qui vont être tout à fait fascinants sur ces planètes. Alors vous allez me dire, mais on parle de vie, d'émergence de vie, est-ce qu'il ne faut pas aller voir plutôt des planètes qui sont plus petites? Vous avez tout à fait raison. Je reviens sur le système TRAPPIST 1 ici, avec une échelle par rapport au système solaire. Donc vous voyez, pour vous donner un petit peu une image, vous voyez où est la Terre, et si vous déplacez à l'intérieur de l'orbite de Mercure, tout petit ratatiné au fond, là avec la petite étoile, eh bien c'est le système TRAPPIST 1. La planète la plus proche, la planète B, a une période orbitale de 1,5 jours seulement. Donc vous serez heureux parce que vous fêtez votre anniversaire tous les jours et demi, c'est 1 an, donc ça c'est super. Je suis sûr qu'il y a des gens qui aiment faire la fête, qui aimeraient habiter ce TRAPPIST 1b. Le problème c'est qu'il fait un petit peu chaud, donc je ne le conseille pas. Par contre je vous conseille la planète E, parce que vous voyez qu'elle est dans une zone verte là, et la zone verte, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Donc c'est un terme qui est un petit peu décrié, qui est très débattu, mais ça dit grosso modo que si vous avez une planète tellurique, eh bien vous êtes juste à la bonne distance de l'étoile. C'est comme l'histoire des petits oursons, vous savez, la petite chaise, la moyenne chaise, la grande chaise, c'est pareil. Voilà, donc on est juste à la bonne distance pour avoir de l'eau liquide à sa surface. C'est tout, ça s'arrête là. Après, si ça peut mener à l'émergence de vie, etc., c'est une autre histoire. Mais en tout cas, TRAPPIST 1e, voilà, par contre, la période orbitale est un peu plus longue, je crois que c'est 6 jours et quelques, mais bon, fêter son anniversaire 1 fois par semaine, c'est bien aussi. Donc je vous conseille ça, c'est un bon compromis, les températures sont meilleures. Par contre, vous risquez d'avoir un côté qui pointe toujours du côté de l'étoile, où il fait plutôt chaud, et un côté où il fait vraiment froid, s'il n'y a pas d'atmosphère, qui est côté nuit. Donc on va explorer un petit peu tout ça.
Et actuellement, effectivement, JWST est en train d'observer certaines planètes de ce système. Donc on espère pouvoir avoir des observations aussi belles que ce que je vous ai montré d'avant. J'ai pas de données encore, par contre je vais vous montrer des simulations qu'on a fait. Donc il y a des gens très compétents qui ont pris différents types de modèles qu'on a, d'atmosphères qu'on pourrait attendre pour TRAPPIST-1e, pour cette planète qui nous intéresse particulièrement parce qu'elle est suffisamment petite pour avoir une surface solide, et puis elle est juste à la bonne distance de son étoile pour pouvoir peut-être éventuellement avoir de l'eau liquide. Évidemment, ça dépend de la nature de son atmosphère, etc. Et là, vous voyez qu'en fait, tous ces modèles, alors ça vous montre des cartes d'identité aussi qu'on imagine pour cette planète en particulier. Et vous voyez des signatures du dioxyde de carbone, CO2 qui apparaît. Vous avez l'ozone aussi qui apparaît un petit peu à droite, autour, un petit peu avant 5 microns. Vous avez de l'eau, etc. Et puis on a pris différents types de modèles ici. Une atmosphère de 10 bars pour Vénus. Alors Vénus, c'est plutôt 90 bars, donc c'est plus lourd. Donc on a pris une atmosphère un peu plus légère ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, il y a un petit chiffre, il y a un nombre en fait plutôt entre parenthèses, juste à côté. Ça, c'est le nombre en fait de visites qu'on doit faire avec JWST pour obtenir les données qui sont là. Et vous voyez que les données, elles ont quand même des barres d'erreur qui sont importantes. C'est pas tout à fait évident de voir plutôt bleu clair, plutôt bleu foncé, au-dessus c'est plutôt orange, plutôt rouge. Et vous voyez que pour arriver en fait à ce rapport signal à bruit que vous voyez ici avec les barres d'erreur qu'on a là, pour le modèle orange, par exemple, on a besoin de 120 transits. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait quasiment, c'est ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de convaincre la NASA, l'ESA et puis l'Agence spatiale canadienne de nous donner JWST pour qu'on puisse observer TRAPPIST-1 tout le temps. Je suis pas sûr que mon prédécesseur qui était là tout à l'heure aurait été totalement d'accord parce qu'il s'intéresse à d'autres choses, mais moi, je me dis, si on veut vraiment rentrer dans le détail et pouvoir être en mesure de pouvoir déterminer la nature de ces atmosphères, on a besoin d'un JWST entier. Donc si quelqu'un a 10 milliards d'euros parmi vous, n'hésitez pas à venir me voir après, on en discute, et puis on en lance un deuxième, comme ça on pourra vraiment le concentrer sur TRAPPIST-1 en entier. Je plaisante, bien sûr. Mais vous voyez qu'en fait, l'investissement qu'il faudrait pour caractériser l'atmosphère de ces petites étoiles, de ces petites planètes, est imposant et est en fait irréaliste dans ce cas-là. On ne peut pas se permettre d'avoir autant d'observations sur un seul système. Alors le gros danger qu'on a, effectivement, c'est que c'est pas tout de dire on a trouvé de l'oxygène, parce qu'il y a des tas de cas, en particulier pour les planètes de type TRAPPIST. On peut imaginer un océan ici à la surface d'une de ces planètes, et le fait que l'étoile soit plus froide, je vous rappelle, l'étoile TRAPPIST-1, c'est la taille de Jupiter. Donc c'est beaucoup plus petit que notre Soleil, c'est beaucoup plus froid aussi, c'est moins de 3000 degrés. Voilà, alors que notre Soleil est quasiment à 6000 degrés, 5600 degrés. Donc le fait en fait que la lumière soit plus rouge, si vous viviez sur TRAPPIST-1e, vous aurez une agréable lumière saumonée, je dirais, donc pas une lumière blanche comme on a là. Je ne sais pas si ça plaît beaucoup aux gens de vivre dans une lumière saumonée pendant 80 ans, s'il y a des gens qui peuvent essayer, ça vaudrait peut-être la peine de voir ce que ça donne. Mais par contre, à cause de la différence de lumière justement de l'étoile, on peut trouver de l'oxygène quand même dans l'atmosphère de ces planètes, mais qui n'est pas lié à un processus vivant. Dans le cas par exemple d'un océan qui s'évapore, on s'attend à trouver de l'oxygène, on s'attend à trouver de l'ozone, on s'attend à trouver de l'O4, etc., éventuellement aussi de l'eau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. On a des annonces, alors pas régulièrement, mais ça arrive tous les 2 ans. On dit on a trouvé telle molécule, c'est de la vie, etc. Malheureusement, c'est pas si simple. Il faut vraiment avoir une connaissance de ce que j'appelle le contexte, donc savoir sur quelle planète on trouve ça, si vraiment il n'y a aucun autre moyen de former telle molécule, etc. C'est toujours de pouvoir éliminer, comme on dit en science, on élimine toutes les possibilités, et puis celle en fait qui reste, on n'a vraiment plus d'autre choix, et puis on part sur celle-ci. Donc il y a d'autres scénarios dans lesquels on peut trouver de l'oxygène sans que ce soit lié forcément à un processus vivant. Alors maintenant, ce dont j'aimerais vous parler, ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Donc jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'intensité de la lumière. Donc c'est quoi l'intensité? C'est simplement mesurer le nombre de photons que vous recevez. Voilà. Vous avez une étoile qui réfléchit la lumière sur une planète, vous mesurez en fait la lumière que vous recevez, vous mesurez une intensité. Mais la lumière a beaucoup plus d'informations que ça. La lumière a aussi une onde lumineuse, si vous voulez, elle se promène dans l'espace et son champ électrique est orienté d'une certaine façon. On appelle, il est polarisé. Et là, ce que vous voyez, c'est que le Soleil, par exemple, envoie de la lumière qui est non polarisée, c'est-à-dire que chaque onde lumineuse est envoyée avec un champ électrique qui est orienté d'une façon aléatoire. Par contre, lorsque ces ondes lumineuses vont être réfléchies par une surface comme l'atmosphère sur la Terre, ou comme quand vous regardez par exemple une flaque d'eau, vous avez une flaque d'eau quand vous avez du soleil qui vous éblouit, parce qu'en fait ces champs électriques vont être tous orientés dans la même direction, si vous voulez. Quand vous allez au cinéma voir un film 3D, c'est pareil, on vous donne des paires de lunettes avec un filtre polarisant d'un côté sur l'œil droit et puis orthogonal sur l'autre direction, sur l'œil gauche. Comme ça, en fait, avec 2 projecteurs, on peut vous envoyer une image différente sur chaque œil. Et bien là, c'est exactement pareil. On utilise la polarisation pour avoir des informations différentes qu'on ne peut pas obtenir simplement par l'intensité de la lumière. Alors, on n'a rien inventé.
On a appris des abeilles. Je parle des abeilles dans une conférence de biosignature. Je suis désolé, hein, j'espère que je ne cause pas de problème. Mais vous voyez, ces charmantes petites bêtes, en fait, eh ben, se servent de la polarisation de l'atmosphère aussi pour se diriger. Alors, lorsqu'il y en a une qui trouve une superbe fleur avec plein de pollen, elle retrouve voir ses copains et copines, dire « j'ai trouvé quelque chose, et elle vous dit bah, « où il faut aller ?» Alors, vu qu'une abeille n'a pas de carte, en tout cas, j'ai jamais vu une abeille se promener avec une petite carte sous l'aile, eh bien, en fait, elles utilisent la polarisation du ciel qui dépend de la position du soleil. Voilà, parce que les abeilles n'ont pas non plus de boussole, mais par contre, elles ont des capteurs près de leurs yeux qui permettent, en fait, de savoir, des filtres polarisants, si vous voulez, qui vous permettent de voir où est le soleil sans avoir à regarder le soleil. Donc, ça marche aussi si le ciel est couvert. Voilà. Et donc, elles font une danse. Là, on a une image, hein, je vous ai montré. Elles font une danse spéciale pour dire aux copains-copines, eh ben voilà, le pollen, la belle fleur est dans cette direction-là, suivez-moi. Et puis donc, du coup, elle n'a même pas besoin d'y aller. Les autres, ça vous sait, elles y vont, et puis donc, elles trouvent leur but, et voilà. Les Vikings aussi on s'est longtemps demandé comment est-ce que les Vikings étaient les marins les plus aguerris en fait des mers du Nord, parce que vous savez, quand vous allez dans le Nord, là vous voyez, on voit l'Islande, on voit le Groenland, on voit toute la péninsule scandinave. Le temps est rarement au beau, en particulier en hiver, et parfois on voit pas du tout le soleil. Alors ce qui se passait, on pense, en tout cas c'est une hypothèse qui date des années 60, eh bien c'est que les Vikings utilisaient ce qu'on appelle une pierre de soleil, ou héliolite encore, hein, c'est une pierre qui est assez rare d'ailleurs, c'est bientôt Noël, hein, pour ceux qui veulent offrir des bijoux, voilà, l'héliolite c'est quelque chose qui fera probablement son impact, et surtout, si la personne à qui vous offrez cette héliolite se perd sur Terre, eh bien grâce à la propriété biréfringente de l'héliolite, c'est-à-dire qu'en fait on peut l'utiliser comme filtre polarisant, eh bien grâce à ce bijou, cette personne serait capable de retrouver son chemin sans avoir besoin de boussole, de montre, etc. Donc c'est un cadeau utile, qui a été utilisé par les Vikings. Et donc, ce qui est bien, c'est que justement, simplement en regardant la lumière de cette façon-là, il y a des tests qui ont été faits, et on a été capable de confirmer qu'effectivement, grâce à ce petit morceau de pierre, en fonction de laquelle on l'oriente, on change finalement l'atténuation de la lumière du soleil, on mesure simplement la polarisation du ciel, et donc ça permet de retrouver la position du soleil de cette façon-là. Donc on suppose effectivement que les Vikings étaient des si bons navigateurs grâce à cette propriété de cette pierre. Alors plus récemment, dans les années 70, la polarisation a été aussi utilisée pour déterminer la composition des nuages dans Vénus, qui a permis de contraindre non seulement la taille des particules des condensats qui formaient justement les nuages de Vénus, mais aussi leur composition d'acide sulfurique. Et ça a été fait dans les années 70. Donc vraiment, la polarisation a été une technique qui a été utilisée par différents domaines, hein, spécialement en astronomie, qui est utilisée beaucoup aussi pour ce qui est la caractérisation du milieu interstellaire, tout ce qui est poussière, etc. Mais en exoplanète, c'est peu utilisé parce que c'est une technique qui est réputée être difficile. Et tous les télescopes qu'on construit actuellement, même le LT, hein, qui est en train d'être construit à Cerro Armazones au Chili, eh bien est optimisé pour faire de la spectroscopie, puisque 90% de la communauté des astronomes utilise la spectroscopie. Et le problème, c'est qu'un télescope qui est optimisé par la spectroscopie fait très mal de la polarimétrie. Donc là, on a un petit peu une difficulté pour pouvoir un petit peu, je dirais pas imposer, mais en tout cas montrer à quel point la polarimétrie peut être importante. Alors là, je vous donne une image aussi qui est assez intéressante, qui vous montre. Donc là, on a la Terre, hein, effectivement, en projection comme ça verticale. Et puis là, vous avez la mesure du flux de lumière que vous avez à différentes latitudes. Donc vous avez un trait à chaque fois qui vous montre, là on a fait la mesure ici, la mesure ici, la mesure là. Vous voyez qu'à 30 degrés ici, de longitude, pardon, à 30 degrés de longitude, eh bien vous avez en fait une composante des continents avec l'Afrique, là qui est plus importante que l'océan, qui est minime ici. Et quand vous passez à 135 degrés ou même 300 degrés, c'est un peu un cas intermédiaire à 300 degrés, à 135 degrés, vous avez une composante des océans qui est plus importante. Quand vous regardez l'intensité seule, vous ne voyez pas vraiment de différence. Par contre, vous savez que la polarisation va être différente en fonction du rayon lumineux qui arrive soit sous l'océan, soit sur un continent. Et donc, on voit ici assez clairement, vous voyez, pour cette figure ici, on a plus d'océan, plus de terre que d'eau, où effectivement, la signature, la couleur que vous avez, que vous mesurez en polarisation, eh bien, est bien différente de ce que vous avez quand vous mesurez une zone qui est plus couverte, par exemple, en continent. Donc, on peut utiliser ça sans avoir besoin de résoudre la planète. On peut très bien utiliser la polarisation pour savoir, en fait, quelle est la fraction de continents et puis d'océans à la surface. Alors, revenons un peu à nos moutons. Vous savez qu'à peu près sur l'ensemble en fait des biomolécules, donc des molécules qui forment la vie, on a environ 25 éléments du tableau périodique ici de Mendeleïev, et 6 en particulier. Donc vous avez l'hydrogène, vous avez le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, qui sont, je dirais, les pièces vraiment maîtresses du vivant sur Terre.
Alors effectivement, il y a plein d'expériences qui ont montré que quand on met tous ces éléments-là dans une poêle, voilà, qu'on fait chauffer tout ça, qu'on rajoute un petit peu d'eau, eh bien généralement, 3,5 milliards d'années après, eh bien vous avez des petits humains qui sortent de là. C'est comme ça que la vie est censée émerger. Je l'ai montré parce que ça m'a mis énormément de temps pour faire cette diapositive. Je me suis dit, il faut quand même que je la cale dans l'exposé. Ça sort un peu du contexte, mais enfin bon. Je l'utiliserai plus la prochaine fois, je vous promets. Et donc du coup, on se dit, alors on sait quels sont les constituants. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser la polarisation pour voir si ces constituants sont un peu différents d'une façon ou d'une autre? Et bien la réponse est oui. Et ça s'appelle l'homochiralité. Alors qu'est-ce que c'est que l'homochiralité? Homo, ça veut dire même, chiralité, ça veut dire chiralité, ça veut dire main en grec. Et c'est très simple en fait. Vous prenez votre main droite ou votre main gauche, à votre choix, vous la mettez devant un miroir. Et magie, qu'est-ce qui apparaît? Votre main gauche. Alors vous avez votre main gauche par exemple dans le dos. Vous faites la même chose avec la main gauche, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la main droite qui apparaît. Donc en fait, une molécule qui est chirale, eh bien en fait, c'est deux géométries différentes de la même molécule, que vous voyez un petit peu à droite, de la même composition chimique, si vous voulez, mais qui ne peuvent pas se superposer. Voilà. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces molécules chirales, eh bien, ont les mêmes propriétés physiques, plus ou moins, point de fusion, etc., mais par contre ont une fonction chimique ou biologique qui n'est pas la même. Et je peux vous donner un exemple. Par exemple, vous connaissez probablement le talilomel, qui était une molécule qui était utilisée dans les années 60 ou 70, je crois, pour diminuer les douleurs des femmes qui étaient enceintes lors de l'accouchement. Et on s'est aperçu qu'en fait, ce médicament avait un effet qui apaisait justement les femmes qui accouchaient, mais dans certains cas, il y avait aussi des décès. Et thalidomide, pardon. Et donc on s'est aperçu qu'en fait, eh bien les deux mains, si vous voulez, donc les deux versions de cette molécule, du thalidomide, avaient des fonctions différentes. L'un était un poison, l'autre était un médicament. Donc là, effectivement, bon, on a appris des choses. Et puis maintenant, lorsqu'on synthétise en fait cette molécule, on s'assure bien de prendre uniquement l'énantiomère, donc la main, si vous voulez, la bonne main, pour éviter ces problèmes. Je ne crois plus que ce soit utilisé d'ailleurs. Il y a d'autres cas comme le limonène, par exemple, que j'aime bien apporter, où par exemple, vous avez la molécule droite qui sent le citron, et la molécule gauche qui sent plutôt une odeur de pain. Voilà, donc là c'est quand même plus sympa que le thalidomide dont on a parlé précédent. Enfin bref, revenons à nos moutons. Ce qui est intéressant là, c'est que la vie n'utilise qu'une seule de ces énantiomères, une seule de ses mains. Par exemple, elle n'utilise que les acides aminés gauches pour former les protéines et que les sucres droits pour former les biopolymères, comme l'ARN ou l'ADN par exemple. Et donc, alors pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, la vie se réplique elle-même, et donc pour que ce soit des eucaryotes, des bactéries, même des virus, effectivement, eh bien, cette structure qui est à la base, ce petit décalage qui est à la base, ce petit déséquilibre en fait qui est à la base, eh bien, n'a fait que s'amplifier, n'a fait que se répliquer avec le temps pour arriver à la situation où on est aujourd'hui, où en fait il y a une dominance totale pour la vie qui utilise justement cette homochiralité, qui nous permet justement d'utiliser ça comme biosignature. Et donc c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui, parce qu'en fait on peut déterminer cette biosignature, on peut déterminer cette homochiralité grâce à la polarisation circulaire. Je vous ai parlé tout à l'heure du champ électrique, d'une onde lumineuse, qui est dirigée dans une direction, qui est dirigée dans une autre. Eh bien il peut aussi tourner comme un tire-bouchon. Voilà. Et donc, on est capable d'avoir des instruments qui peuvent mesurer, en fait, cette rotation du champ électrique qui est due, justement, à la structure homochirale qu'on mesure. Et donc, de cette façon-là, on peut utiliser, d'avoir un moyen pour détecter de la vie sans avoir besoin d'aller sur place, de prendre des échantillons, de les mesurer, etc., etc. Et en fait, c'est Pasteur qui avait trouvé ça déjà en 1847, si je ne me trompe pas, où il avait pris des cristaux de tartrate. Alors, vous imaginez les conditions de recherche de l'époque. Il avait une pince à épiler, il avait un microscope, voilà, et puis il utilisait le microscope pour déterminer quelles sont les structures qui étaient plutôt d'un côté, quelles sont celles qui étaient de l'autre. Il a fait deux petits tas comme ça. Il a utilisé de la lumière non polarisée, donc comme notre soleil, nous on utiliserait une lampe halogène aujourd'hui, bon, à son époque ça n'existait pas, mais il a utilisé une lampe sur les deux petits tas, et puis il a vu que la lumière était polarisée vers la gauche dans un sens, et vers la droite dans l'autre, parce que justement, le tartrate existe sous les deux formes, et c'est là où il s'est dit, on peut utiliser la lumière polarisée pour sonder justement la structure de ces échantillons. Et ensuite, après, on en a beaucoup reparlé dans la fin des années 50, où voilà, ce qu'on appelle activité optique. Donc justement, le fait qu'il y a certaines molécules, les biomolécules, justement, affectent la polarisation circulaire. Et puis après, il y a eu une espèce de calme. On n'a plus beaucoup reparlé, finalement. Il y a eu très peu de publications après cet article sur le potentiel, justement, de l'homochiralité pour détecter de la vie. Et je dirais qu'un des résultats plus récents, donc c'est 2009, là déjà, où Bill Sparks et son équipe, donc un collègue, a utilisé une feuille
a observé une feuille, et puis ensuite a vu cette magnifique signature, vous la voyez ici, hein, qui est due justement à la structure des chloroplastes dans la feuille, qui est organisée en espèce d'escalier, qui tourne toujours dans la même direction, mais justement, la lumière qui éclaire cet échantillon est bien toujours envoyée en tournant dans un sens ou dans l'autre. Et donc, de cette façon-là, on est capable de pouvoir déterminer que cette feuille, elle est bien vivante, et vous voyez qu'ici, en utilisant simplement l'intensité de la lumière, on a toujours notre red edge qu'on avait vu tout à l'heure, hein, système de refroidissement des chloroplastes, des cellules en fait qui forment la feuille. Mais on a beaucoup de cas. On peut avoir ce red edge aussi. Par exemple, lorsque vous observez Io, satellite de Jupiter, eh bien on a cette même signature qui est quasiment au même endroit. Mais pourtant, on sait bien qu'il n'y a pas de vie sur Io, donc remboursez-moi d'un côté. Eh bien non. C'est-à-dire qu'on peut retrouver ce genre de caractéristiques dans les spectres sans qu'il y ait présence de vie. Là, dans le cas de Io, c'est dû au soufre en fait à la surface. Voilà. Donc, on peut utiliser donc la polarisation circulaire pour faire ça. Et ce qui est encore plus fort, regardez, c'est que lorsqu'on fait la même observation de la feuille, et puis qu'on laisse notre feuille dans le laboratoire, on part en soirée, on revient le week-end d'après, etc. Et on fait des mesures en fonction du temps ici. Voilà, après 0, 2 jours, jusqu'à 3 semaines. Et bien, vous voyez que cette signature, elle diminue avec le temps. En bleu, c'est tout récent. On vient de cueillir notre feuille, on fait notre mesure. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on n'a plus rien du tout. La signature se ratatine du tout. Et bien, c'est simplement qu'on est en train de voir, en fait, la feuille mourir. La signature qui est là, c'est un peu ratatiné sur elle-même. L'escalier dont je vous parlais avant, c'est complètement effondré. Toute la structure s'assèche, parce qu'il n'y a plus de nutriments une fois qu'on a pris la feuille. Et donc, du coup, on a un moyen de cette façon-là de pouvoir anticiper la mort d'organismes vivants. Alors là, je parle des feuilles uniquement. On pourrait imaginer utiliser ça, par exemple, pour faire un suivi des cultures de blé, de maïs, etc., depuis l'espace, sans avoir besoin d'aller près, de faire des mesures d'échantillons, etc., sans même qu'il y ait une variation des pigments, des couleurs, en fait, des cultures dont je parle. Donc vous voyez, je ne parle plus beaucoup d'exoplanètes, je vais y revenir. Hein, c'est juste pour vous montrer un peu de quoi on peut parler. Les champignons. Alors, on connaît tous les champignons. Vous voyez que les champignons, lorsqu'ils sont soumis à un stress, eh bien, ils rentrent dans un état qui s'appelle un état dormant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on suppose que si on a vraiment de la vie qui a pu émerger dans les profondeurs d'Encelade ou d'Europe, et puis que vous avez ces geysers qui vous ramènent tout ce matériel et peut-être même des organismes vivants à la surface, eh bien ces organismes vivants, ils étaient bien au chaud, tranquillement, sous cette surface de glace, ils se sont dit bien, et puis tout d'un coup, hop, ils se retrouvent projetés en dehors, où il fait très très froid, où il y a du rayonnement UV, où ça va pas du tout, ils se disent qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc ils se protègent. Ces organismes vont se protéger et vont rentrer dans ce qu'on appelle un état de sport ou un état dormant. Et donc nous, on s'est dit, très rapidement, après les premières mesures que je vous montrais sur les feuilles, mais est-ce qu'on peut utiliser ça aussi pour détecter, par exemple, des structures ou des organismes qui, sous le stress, en fait, se seraient un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes? Est-ce qu'on arrive toujours à détecter cette signature? Et la réponse est oui. Vous voyez, ici, on a fait le même genre de mesure. Donc là, c'est le degré de polarisation circulaire. C'est quelle est la quantité de différence, si vous voulez, entre les molécules droites et les molécules gauches. C'est ce qu'on mesure justement là, en fonction de la longueur d'onde. Et bien, on s'est aperçu que finalement, pour l'état dormant qui est en bleu ici, et puis pour celle qui est vivante, si vous voulez, en vert, eh bien, on a toujours notre même signature qui est là. Et donc ça, c'est très encourageant, parce qu'on se dit que si l'état je sais pas, de bactéries ou d'organismes vivants à la surface d'Encelade ne sont pas fossilisés, sont dans un état dormant, un état un petit peu intermédiaire, eh bien on aurait éventuellement la capacité de les détecter. Donc très motivé, on a pris notre instrument, on s'est installé sur le toit de l'Institut. Vous voyez, c'est un truc de boîte à chaussures, hein, comme ça. Il y en a un autre qui est caché un petit peu en dessous, qui nous donne un peu où il y a le spectrographe et puis une batterie qui permet d'alimenter le tout, donc on peut se balader un petit peu partout. Et puis on est parti en quête de vie dans la ville de Berne, voilà, où est mon institut. On a pointé un peu l'instrument dans toutes les directions. Et je vais vous montrer en avant-première quelques résultats. On a bien trouvé de la vie à Berne, je vous rassure, voilà. On n'avait pas écrit d'article là-dessus. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations sur le type de vie qu'on trouve à Berne. Vous voyez ici, on a des étudiants. Alors, les étudiants, ils étaient sur les chaises longues, là, je ne sais pas, ou ils étaient peut-être en cours à ce moment-là. Enfin bref, on observe le gazon ici, et le gazon est bien vivant. Regardez, on a une magnifique signature qui apparaît à l'endroit où on s'attendait, à 150 mètres, tout va très bien. On s'est dit, tiens, il y a une petite montagne là-bas au bout, on va essayer d'observer la petite montagne. Voilà. Alors, on observe la petite montagne ici, on a une magnifique signature qui est là. Je vous parlerai un petit peu de ça après, vous verrez, c'est intéressant. Donc là, tout va bien également. Même à quelques kilomètres, on voit cette signature, même de manière encore plus faible, qui est due, encore plus forte, qui est due à la végétation. Vous voyez qu'il y a des arbres, il y a des prairies, etc., etc. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire la même chose depuis un hélicoptère pour voir si on peut faire ça avec une plateforme qui bouge à plusieurs kilomètres de haut, sur différents types d'environnements, etc., voir si ça fonctionne. Donc on a réussi à trouver un pilote assez brave pour nous permettre, alors vous le dites à personne, hein, on a dû enlever la porte de l'hélicoptère, ce qui est normalement totalement interdit. Normalement on ne touche pas un hélicoptère, on ne touche pas un avion. On n'a pas percé de trou, ça c'est une bonne chose, on a réussi à faire passer les câbles plus ou moins, etc. par là, sans gêner le pilote. Et puis on est parti avec notre hélicoptère, voilà, comme ça, il y a un petit peu de poussière, vous voyez
que la porte est ouverte un peu sur la droite. On tient l'instrument sur le genou, on essaie de ne pas le faire tomber parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent. Après, on risque d'avoir les gens de l'université qui vont pas être contents. Vous voyez, faire de la science, c'est drôle. On s'amuse, on fait des choses qui sont utiles quand même. Hein. On est parti avec notre instrument, on a pointé différents environnements. Bon, le film s'arrête à peu près là, je passe à la suivante. Et voici un petit peu la trajectoire qu'on a faite. Donc, il est parti d'un aérodrome qui est ici, dans le Jura suisse. Et puis, on s'est baladé dans les montagnes, dans le Jura, en volant à différentes altitudes pour voir si on pouvait détecter ces fameuses signatures. Parce qu'en fait, l'idée qu'on a derrière, c'est de pouvoir mettre cet instrument sur une sonde spatiale, d'envoyer la sonde spatiale à travers le système solaire et de faire ce genre d'observation sur Encelade, sur Europe, sur Titan, etc., etc. Donc pour nous, c'était un bon test. Et puis là, vous voyez la vue du terrain dont on est parti. On voit notre signature de prairie ici, hein, donc d'herbe qui est toujours bien là. Ensuite, on a fait une chose dans un petit lac de montagne. On s'attendait à rien voir. Hein. Il y avait des petites traces, effectivement, qui avaient des algues qui étaient probablement présentes, des cyanobactéries. Et vous voyez ici, alors c'est dommage, on voit pas les signatures, mais on voit une signature cette fois dans l'autre sens. C'est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on avait dans le cas de la végétation. Et à la fin du vol, on a mis toutes ces données ensemble, une équipe très, très performante et très qualifiée qui a analysé tout ça. Et puis on s'est rendu compte que pour les arbres, effectivement, on a une différence, si vous voulez, de signature en main gauche et en main droite qui est très importante et qui change à un point particulier ici. Vous avez le red edge, dont on a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Vous avez l'herbe ici en bleu, on voit aussi très clairement. Vous avez l'eau, on ne s'attendait pas, effectivement, vous voyez que la signature n'est pas tout à fait la même. Alors on pense justement que c'est dû à des organismes qu'on n'a pas eu l'occasion de mesurer en laboratoire encore, donc des cyanobactéries par exemple. Et puis par contre, quelque chose qui est très important, c'est que là je vous montre des cas où ça marche, mais il faut aussi montrer des cas où ça ne marche pas. Et lorsqu'on a survolé ici une ville, donc on mesurait des routes, on mesurait des toits, etc. Et vous voyez qu'on a une ligne qui est plate, plus ou moins ici. En fait, il y a une légère, vous voyez qu'il y a une légère courbure qu'on retrouve un petit peu sur les autres mesures, et je vous en parlerai juste après. Et ça, c'est ce qui nous obsède, au point que la nuit, on se réveille parfois en se disant « mais est-ce que finalement l'homochiralité est une bonne biosignature ? Est-ce qu'on est sur le bon chemin finalement ? Il y a très peu de résultats qui ont été obtenus jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route ?» Et donc, dans un cas un petit peu désespéré, on était sur le toit, on avait mesuré de la vie intelligente un peu partout sur Berne. Puis j'avais un collègue qui est ici, dont je tairai le nom. On s'est dit tiens, on va le pointer dessus pour voir s'il est vivant. Alors on l'a pointé dessus, alors pourtant on sait qu'il est vivant, donc c'était un bon test. Donc on s'est dit, voilà, on pointe dessus, on a mesuré son t-shirt, voilà, son t-shirt vert, et puis on a trouvé une magnifique signature, on s'est dit, il est vivant. Mais il y a quelque chose qui ne va pas quand même, parce qu'il y a le t-shirt entre lui et puis nous. Donc c'est le t-shirt qui est vivant, mais ça ne fait pas de sens, un t-shirt c'est pas vivant. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a demandé de se déshabiller. On a fait ça très bien, hein. Il était dans un endroit isolé, il s'est déshabillé, il s'est mis un autre t-shirt, il nous a donné son t-shirt qui était là. On a pu regarder l'étiquette sur le t-shirt. Moi je ne lis jamais les étiquettes, depuis je fais très attention à les étiquettes de tout ce que je porte, parce qu'il y a des choses très intéressantes sur les étiquettes. Et sur l'étiquette c'était marqué coton. Et le coton, c'est vivant. Et forcément, le coton, même s'il a été ici coloré, même s'il est passé à la machine à laver plusieurs fois, il nous a dit que c'est un t-shirt qu'il avait depuis déjà un certain temps, le coton garde cette structure homochirale. C'est un végétal finalement. Et donc c'est pour ça qu'on a mesuré une signature si belle ici et qu'on a pu continuer nos mesures. Sinon on s'est dit à cause du t-shirt d'Olivier, on arrête toutes les observations, on voit que ça marche pas, c'est pas vivant. Pourquoi est-ce qu'on a une signature ? Donc on a été très contents, on a demandé des financements un petit peu partout, et puis on a lancé un nouveau projet qui s'appelle SenseLife et dont le but finalement est d'explorer le système solaire, que ce soit sur différentes planètes où il y avait un océan qui aurait pu disparaître, et puis sur des lunes, donc Jupiter, Saturne, et puis aussi même au-delà, et de pouvoir en fait savoir si on peut construire un dictionnaire finalement de biosignatures en homochiralité pour des organismes qu'on n'a pas du tout sur Terre, ou qu'on peut avoir, mais qui vivent vraiment dans des niches qui pourraient être similaires aux habitats qu'on a sur ces lunes, et puis de partir, et puis d'avoir après un instrument qui puisse être en mesure de détecter ces objets sans avoir besoin d'atterrir. Parce que vous savez, par exemple, Europe, qui est là, on va bientôt lancer Europa Clipper, qui va se mettre en orbite autour d'Europe et de faire des mesures tout à fait passionnantes de ce satellite. On est en train de songer à Europa Lander, qui va être cette fois une mission qui va atterrir sur Europa et faire des mesures sur place. Là, on est en train de parler 2035, 2040, donc c'est très très loin. C'est pour ça c'est important, hein, et les jeunes qui sont là, hein, on est en train de préparer quelque chose, vous prendrez la suite, à votre tour préparer quelque chose, et les autres prendront votre suite, etc. C'est vraiment un témoin qu'on se passe. Et de se poser sur Europe, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a Jupiter qui est à côté. Jupiter, c'est un champ magnétique énorme, des radiations, c'est très compliqué d'aller là, ça coûte très cher. Il y a l'énergie qu'il faut pour aller là-bas également. Et puis il y a un autre problème, c'est que finalement, si on trouve de la vie sur Europe, est-ce que ce serait pas finalement de la vie qu'on a apportée ?
puisque lorsqu'on pose un objet, il suffit que quelqu'un éternue au moment de lancer la fusée, et puis ces organismes après sont toujours vus en arrivant là-bas, par exemple, se répandent. On dit ah ben tiens, on a trouvé des traces, ça ressemble aux éternuements qu'on avait sur Terre. Bon, là ça devient un petit peu délicat. Donc finalement, il y a tout un système de protection en fait de ces mondes où il y a énormément de mesures qui sont mises en place pour éviter justement une contamination de ces mondes. Où il y a aussi la possibilité, par exemple en slide, vous voyez qu'il y a des geysers énormes qui donnent d'ailleurs naissance à un des anneaux de Saturne, l'anneau E, si je ne me trompe pas. Et donc on peut imaginer de voler à travers ces geysers et puis de pouvoir collecter ces échantillons. Effectivement, il faut que le timing soit bon, parce que ces geysers, ils ne sont pas toujours là, pour arriver au bon moment, passer à travers, et puis ensuite collecter ces échantillons. Enfin, vous voyez qu'il y a énormément de choses à faire. C'est ça qui est fantastique en astronomie et pour l'exploration du système solaire, c'est qu'il y a des tas, on n'a pas un seul laboratoire, on en a plein, il faut juste pouvoir en fait les collecter, les étudier avec le bon timing, avec le bon échantillon de temps. Et donc ce qu'on espère faire aussi, c'est de pouvoir non seulement trouver des méthodes pour trouver de la vie en dehors dans le système solaire et puis même au-delà, mais aussi vous voyez qu'on est capable de faire voler des instruments qui peuvent détecter par exemple ces algues rouges là, vous savez c'est le sang des glaciers, donc là encore je fais un lien avec quelque chose d'autre, mais on sait que ces petites algues en fait ce sont des algues qui sont dans les glaces, dans les glaciers, et puis lorsqu'il y a du soleil, eh bien elles changent leur pigment, elles diminuent l'albédo, et donc du coup elles chauffent en fait l'environnement, elles produisent de l'eau liquide de cette façon-là. Le problème, c'est que ça accélère la fonte des glaciers. Et puis, les climatologues se sont aperçus, c'est très récent, ça date d'il y a 2 ou 3 ans, se sont aperçus que le rôle de ces algues, en fait, ne pouvait plus être négligé dans la fonte des glaciers, et que ça avait ensuite un impact sur le climat en général, puisque les glaciers, en fait, réfléchissent beaucoup la lumière. Donc, si on enlève les glaciers, du coup, l'albédo de la Terre diminue encore, et donc, du coup, on a des échanges de température qui sont différents. Et donc là, du coup, ce qu'on essaye de faire, avec notre instrument, c'est détecter justement ces algues, de pouvoir déterminer leur concentration, etc., pour pouvoir mieux prendre en compte ces effets-là dans le cadre du réchauffement climatique. Vous voyez, la recherche de vie dans l'univers, finalement, elle mène partout, et elle reste en particulier aussi sur la Terre. Donc, ce qu'on va faire également, c'est de faire une campagne assez longue, en fait, qui partirait tout autour alors pas tout autour de la Terre, mais qui couvrirait grosso modo 80% des écosystèmes, en partant justement jusqu'au Groenland, en allant jusqu'à les forêts primordiales, justement au Libéria, etc., puis à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et de pouvoir en fait caractériser tous ces environnements, d'avoir vraiment un dictionnaire sur lequel on peut ouvrir et puis voir, tiens, ça c'est la biosignature qu'on a observée. Comme ça, lorsqu'on va dans d'autres environnements, dans le système solaire, on pourrait trouver effectivement des cas différents. Après, pour les exoplanètes, peut-être qu'on peut trouver certains environnements qui sont ici, qui pourraient se rapprocher un peu des environnements terrestres. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on espère faire aussi également avec le type d'instrumentation dans les prochaines années. Et une autre expérience qu'on est en train de mettre en place également, c'est de mettre un de ces détecteurs sur la Station spatiale internationale, qui puisse observer finalement toutes ces signatures sur la surface de la Terre en fonction de l'année, de voir comment elles changent avec la saison, et de voir si on peut utiliser aussi cette variation saisonnière pour détecter de la vie sur d'autres mondes finalement. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure des annonces justement de biosignature. Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'en 2020, il y a eu une annonce de phosphine, donc c'est une molécule assez caractéristique, pour laquelle, aujourd'hui en tout cas, pourrait être liée justement à un processus du vivant. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée donc en 2020, qui a eu beaucoup d'intérêt, qui est très débattue. Il y a beaucoup de chercheurs qui ne sont pas d'accord, il y en a d'autres qui sont d'accord, etc. Et puis, il y a une certaine équipe qui s'est dit, pourquoi ne pas aller voir? Comme ça, on met tout le monde d'accord. Donc, on est en train de mettre en place une mission qui va voler très très vite, donc qui est faite en dehors des agences européennes, des agences spatiales, européennes ou américaines, et qui va voler en fin 2023, l'année prochaine. On va voir un ballon en fait qui va se déployer dans l'atmosphère de Vénus, et on va être capable d'utiliser un instrument qui va voir s'il y a des matériels organiques. Alors effectivement, des matériels organiques qui peuvent être d'origine biotique, donc lié à la vie ou pas, mais en tout cas ça va être une première étape pour savoir si effectivement d'avancer pas à pas et de savoir effectivement il y a une détection de phosphine en 2020, en 2023-2024 on fait une mesure dans les nuages pour voir si on détecte des matériaux organiques, et ensuite après il y a 2 missions suivantes qui seront prévues pour voir de quoi est faite cette matière organique et finalement si elle est liée à un processus du vivant. Donc tout ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ça vous montre un petit peu la trajectoire entre on part sur Terre de ce qu'on connaît et puis on essaye ensuite après d'avoir des instruments qui peuvent voler dans des atmosphères de planètes ou à travers le système solaire pour pouvoir voir si ça ressemble un petit peu à ce qu'on a chez nous.
Alors je vous parlais tout à l'heure des signatures qu'on observait. Donc là, on a mis notre instrument sur un ballon cette fois. Donc c'est beaucoup plus calme, hein, ça vibre moins. On peut observer différents environnements de cette façon-là. Et puis on s'est aperçu qu'en pointant sur une montagne très distante, vraiment qui était dans les nuages, etc., on a une signature très très bizarre ici, qui avait une espèce de variation. Donc là encore, hein, c'est un échange de main gauche et de main droite. Hein, donc c'est un excès à gauche, c'est à faible longueur d'onde, et puis à droite après sur les plus grandes longueurs d'onde. Eh bien, on s'est demandé d'où ça venait. Et l'hypothèse qu'on a actuellement, en fait, c'est que lorsqu'on recoupe ces données avec les données des aérosols mesurés par les stations météorologiques au sol, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait énormément de pollen dans l'atmosphère à ce moment-là. Et bien, le pollen, forcément, effectivement, il y a du sucre, il y a des lipides, etc., et donc qui ont une structure homochirale. Donc, on se demande, en fait, si on ne serait pas capable aussi de pouvoir caractériser dans les aérosols des composés qui peuvent être liés au vivant de cette façon-là. Et ce qui est très amusant, ça, c'est que ça a été fait de manière totalement inattendue. Hein. On n'avait pas prévu de voir cette signature-là. C'est encore préliminaire. On est en train de voir si vraiment c'est quelque chose de réel. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, je vais vous le montrer pour vous montrer voilà, qu'on n'est pas en train de tout savoir. On a vraiment gratouillé un petit peu la surface et puis on est en train de voir quel est le potentiel vraiment de cette technique et de voir jusqu'à quel point on peut l'emmener. Alors mon rêve, je ne sais pas s'il y a des mécènes qui m'entendent aujourd'hui, voilà, ce serait de construire une sonde, alors pas très lourde, hein, petite, dans laquelle on pourrait avoir un de ces instruments miniatures qu'on pourrait lancer depuis la Terre, qui se baladerait dans le ciel solaire en faisant des observations de toutes les lunes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Puisque l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'atterrir, on peut faire des mesures justement à distance, quelques dizaines de kilomètres, on a vu que ça marchait déjà sur Terre. On imagine pouvoir faire la même chose, quelques dizaines de kilomètres, en passant au-dessus de la surface, par exemple dans SLAD, et de voir si on a des populations de bactéries, par exemple, qui sont en train de mourir à la surface ou qui sont déjà fossilisés, etc. etc. Donc ça, c'est un projet que j'espère en tout cas pouvoir mettre en route dans la prochaine décennie, disons. Alors voilà pour la partie astronomie. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est totalement différent. Vous vous souvenez de la petite diapositive du début avec le petit extraterrestre et puis la cellule, la tumeur. C'est de parler de cancer. Parce qu'en fait, je vais vous montrer que ce qu'on a fait avec notre instrument, on a discuté avec les gens de l'hôpital à Berne, qui sont des gens charmants, qui s'intéressent. Il y a un petit côté geek un petit peu de ces gens. Ils sont toujours intéressés à trouver des nouveaux instruments, des nouveaux jouets pour améliorer leur diagnostic. Et au final, finalement, c'est pour améliorer la vie des patients, après, pour pouvoir mieux les soigner et pour qu'ils puissent vivre plus longtemps après un cancer. Donc on a fait un petit cahier des charges pour voir comment notre instrument, par exemple, pourrait être capable de changer les modes opératoires. Par exemple, vous savez que maintenant, quand il y a une opération chirurgicale pour un cancer, il faut retirer la tumeur. Et généralement, pour certains cancers, eh bien, la chirurgienne ou le chirurgien ne peut pas voir avec ses yeux, sans autre instrument ou sans utiliser une substance chimique, si l'endroit où il pointe le doigt, où elle pointe le doigt, est une tumeur ou est une cellule qui est saine. Et donc, ce qu'on aimerait faire, donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que du coup, on prend un scalpel, on prend une biopsie, on l'envoie à l'Institut de pathologie, qui prend une demi-heure pour glacer l'échantillon, pour le couper en petits morceaux, passer au microscope et pouvoir ensuite téléphoner à la salle d'opération en disant non, c'est pas une tumeur, oui, c'est une tumeur, continuez à gratter. Ça prend une demi-heure, pendant ce temps-là, le patient a toujours le ventre ouvert, etc., etc. Donc, on s'est dit, ce qu'on peut utiliser finalement la polarimétrie, qui, on le sait, est sensible à la structure cellulaire du tissu qu'on observe, et utiliser ça pour pouvoir améliorer les diagnostics de cancer dans la salle d'opération. Alors on n'a pas tout inventé, j'ai tombé là-dessus en lisant la littérature, il y a des gens en France qui ont fait ça, à Polytechnique en particulier, il y a des gens un peu dans le monde qui ont aussi travaillé là-dessus pour différents types de cancers, donc les premiers c'était plutôt sur le col utérin, le côlon, et puis dans le deuxième cas c'était plutôt les cancers de la peau. Et on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de s'attaquer à des cancers qui sont plus difficiles, où la mortalité est plus élevée, et je vais vous en parler juste après. Alors pour ça on a construit un instrument qui est quasiment similaire. C'est quasiment les mêmes éléments que je vous ai montrés juste avant qui nous permettent de détecter de la vie sur Terre, et on l'espère au-delà. C'est le même type d'éléments optomécaniques qu'on a assemblés de manière un peu différente pour pouvoir le mettre dans une salle d'opération, juste à côté. Donc, ce qu'on appelle un polarimètre de Muller, donc là encore on n'a rien inventé. On s'est dit simplement, ben voilà, on va essayer de le mettre dans une salle d'opération. Donc j'imagine une équipe d'astrophysiciens qui débarquent dans un hôpital en disant bonjour, on vient avec notre instrument, est-ce qu'on peut se mettre dans un coin, faire les mesures, etc. Ils ont été très très gentils, ils nous ont préparé une petite table, une prise électrique, on a même du café, c'était parfait. Et puis on a installé
notre instrument qui est caché là sous cette nappe noire. Et puis, vous ne voyez pas ici, mais vous avez un espèce de tuyau qui est là. Je ne sais pas si on le voit très bien. Et ça, c'est un tuyau dans lequel il transporte les échantillons. Donc, lorsqu'il y a une opération, la chirurgienne ou le chirurgien qui veut avoir en fait une caractérisation du tissu pour savoir si c'est une tumeur ou pas, eh bien, on le met dans une petite boîte. La petite boîte passe dans ce tuyau. Et quelques minutes après avoir été retiré du patient, arrive ici. Et nous, on a de la chance parce qu'à chaque fois, il nous donne un petit morceau. Donc, on peut prendre le petit morceau, on peut le mettre dans notre instrument et puis mesurer et voir si finalement on arrive à voir la différence de manière totalement indépendante des standards des pathologistes qui utilisent, eux, des instruments qui sont vraiment, qui nous donnent la vérité, si vous voulez, le vrai du faux sur ce qu'on mesure. Et puis, à la fin de la journée, on compare nos résultats et on se dit, tiens, ça, on avait bien vu, ça marche pas très bien, il faut creuser, etc., etc. Donc, ça a assez bien marché pour différents types de cancers, en particulier pour le cancer du poumon. Pour le cancer du pancréas, où on sait effectivement que dans le cadre du cancer du pancréas, par exemple, le taux de survie est très faible, c'est moins de 10% à 5 ans, c'est diagnostiqué généralement tardivement, ça métastase très rapidement aussi, et donc on s'est dit pourquoi pas s'intéresser à ce type de cancer. Ça n'a pas été fait ailleurs pour le moment, donc on s'est dit voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Et là où c'est intéressant, c'est que finalement, lorsqu'on a utilisé notre instrument, donc là vous avez une vue à gauche finalement de la structure en fait de notre instrument. Alors ensuite, il y a des tas d'images différentes qui apparaissent. Là, je ne les ai pas indiquées, mais en fait, il y a chaque état de polarisation qui apparaît. Si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'avec notre instrument, on éclaire l'échantillon avec une polarisation spéciale. Ensuite, on change un petit peu la polarisation et puis on regarde comment l'échantillon va affecter chaque type de polarisation qu'on envoie sur ce tissu. Et là, au milieu, vous avez ce que fait le pathologiste. Donc, c'est une fine coupe ici, une fine couche en fait de l'échantillon qui est là, qui a été coupée, et sur lequel la pathologiste va regarder en fait quelles parties sont liées aux tumeurs et quelles parties sont saines. Et ça, c'est ce que note notre instrument. Ce sont des données qui sont déjà anciennes. Je ne peux pas vous montrer les données les plus récentes. Il y a eu une amélioration assez significative, mais vous voyez correctement que les zones qui sont saines ici, eh bien, sont bien celles qui sont détectées comme saines par l'instrument, qui sont détectées ici en bleu. Les zones tumeurs ici, de tumeurs en rouge, ici, apparaissent là. Alors ici, il y a une zone, effectivement, qui est peut-être un peu plus discutable. Ici, la grosse zone en verte, ici, elle apparaît effectivement en bleu. Ici, une zone verte encore qui apparaît en bleu ici. Et puis ici, on a plus de parties qui sont liées, apparemment, à des tumeurs. Donc, effectivement, on doit entraîner notre algorithme. Il apprend à chaque fois, lorsqu'on a des mesures comme ceci, on les compare à ce que fait les gens en pathologie. Mais grosso modo, en fait, le message que j'essaye de faire passer, c'est qu'on est plus fort quand on travaille ensemble. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé ce projet avec mon équipe, on n'avait pas du tout songé, je dirais en détail, à pouvoir utiliser le même type de méthode, le même type d'instrument pour pouvoir travailler sur différents types, sur deux types simplement d'applications. Là, c'est parce qu'on avait un bon contact avec les gens en médecine, on peut leur dire, tiens, est-ce qu'on pourrait installer cet instrument et voir ce que ça donne. Voilà. Donc le problème, c'est que c'est très difficile d'avoir du financement pour faire ça. Donc je reviens un petit peu à ça va être ma dernière diapositive. C'est parfait, je suis dans les temps. C'est pour montrer justement que, en particulier pour les gens qui sont ici, c'est qu'on ne met pas assez de valeur, je pense, à la science interdisciplinaire. On n'est plus au temps de Newton ou de Darwin, où le matin on pouvait faire un petit peu de biologie, et puis l'après-midi un peu de philosophie, puis le lendemain matin observer les étoiles, enfin le matin non, peut-être Mercure. Voilà, les gens à l'époque, en fait, les scientifiques étaient très généralistes, ils pouvaient faire des tas de choses différentes, parce qu'ils avaient la capacité, c'était pas non plus un stade de développement différent, et maintenant c'est vrai que les sciences sont devenues tellement spécialisées qu'on peut plus se permettre de faire ça. Et c'est vrai qu'on est aussi évalué sur notre capacité à produire des résultats, et forcément on peut pas produire des résultats qui sont novateurs si on s'intéresse à plein de choses en même temps, on est forcé d'être spécialisé. Mais essayons de résister. Essayons de résister contre ça, intéressons-nous à d'autres types de sciences, posons-nous la question lorsqu'on a une méthode, lorsqu'on trouve quelque chose, et c'est vrai même dans les entreprises, c'est pas uniquement le propre de l'académique, mais lorsqu'on a un instrument qui fonctionne, lorsqu'on a trouvé une méthodologie, essayons de se demander si ça peut pas être utilisé dans un autre domaine. Essayons d'aller parler aux gens en sciences humaines, qui font de l'archéologie, essayons d'aller parler aux gens qui font de la médecine, essayons d'aller en parler aux climatologues en se disant, tiens, on arrive à détecter ce genre de truc, est-ce que vous le voyez aussi bien avec d'autres types d'instruments, etc., etc. Et puis dans ce cas-là, ça a marché. Alors 9 fois sur 10, il y a des chances que ça ne marche pas, pour différentes raisons. Peut-être les gens disent « Ah non, on fait déjà ça totalement bien, on n'a pas besoin de scientifiques en exoplanète pour nous dire comment détecter, je ne sais pas, le changement climatique, que sais-je. » Mais en tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un côté assez gratifiant de se dire que non seulement on essaie de trouver de la vie sur d'autres mondes, que ce soit le système solaire ou même au-delà, mais en plus, on s'emploie aussi à essayer d'améliorer un peu le quotidien de tout à chacun, en espérant que ce soit dans le monde entier. En dépit de ce qui se passe actuellement dans le monde, il faut quand même garder un côté, je pense, optimiste. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre attention et pour être venu.